Salut Aude, un nouvel épisode enregistré avec toi et nous allons parler d'hypervigilance. C'est des sujets qu'on aborde régulièrement sur ta chaîne, c'est des sujets qui sont importants pour toi parce que c'est ce que tu apportes aussi aux clients et clientes que tu accompagnes, aider à mieux comprendre justement ces états de haute empathie, de haute sensibilité, d'hypervigilance, de suradaptation. Et là on va parler donc de comment se manifeste concrètement l'hypervigilance. Et puis avant tu vas nous décrire de nouveau ce que c'est l'hypervigilance et ensuite comment elle se manifeste dans nos vies pour mieux la comprendre. Exactement. Salut Julien, contente de te retrouver à nouveau. Toujours un grand plaisir. Alors oui, l'hypervigilance, de quoi on parle ? Est-ce que vous avez par exemple déjà eu l'impression que votre corps réagissait avant même que vous ayez eu le temps de réfléchir ? On a tous vécu ça, mais c'est pas toujours facile de repenser. Je vous donne quelques exemples. Vous envoyez un message à quelqu'un et puis vous restez plusieurs heures sans réponse. Avant même d'avoir une explication de pourquoi il n'y a pas encore de réponse, on commence souvent déjà à imaginer qu'on a fait quelque chose de mal. Ou peut-être mal formulé quelque chose. Je ne sais pas si ça vous parle. Autre exemple. Vous êtes au travail et tout à coup votre responsable vous envoie un mail qui vous dit « j'aimerais te parler tout à l'heure ». Donc immédiatement, il y a peut-être la réponse dans le ventre, là, le ventre qui se serre et puis votre esprit qui commence à partir un peu en loupe dans la tête, à imaginer le pire et alors que peut-être qu'il veut vous remercier, vous féliciter de quelque chose, vous faire une nouvelle proposition, mais il y a cette projection du pire. Ou encore un autre exemple, quand votre partenaire vous répond avec un ton un peu plus sec que d'habitude et vous sentez une tension qui monte sans savoir exactement pourquoi. Et tous ces petits éléments, on a souvent attribué ça à des traits de personnalité, une susceptibilité. On vous dit vous êtes trop sensible, vous êtes trop anxieux, vous réfléchissez trop, vous vous faites des idées pour rien et des choses comme ça. Non, je crois qu'on a tous entendu ce genre de commentaires. Et en réalité, ces réactions, aujourd'hui, avec les recherches en cours qu'on a et les résultats qu'on a par rapport au fonctionnement du système nerveux, on commence à comprendre que clairement, ça n'est pas juste des défauts, entre guillemets, de personnalité. C'est plus profond que ça, c'est un langage de notre système nerveux qui se met en état d'alerte. Et on va voir pourquoi il fait ça. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, je pense qu'avant, ça c'était des traits de personnalité, c'est des défauts, on est comme ça. Mais on comprend, heureusement, grâce à la science et grâce aussi au partage qu'on peut trouver sur des chaînes comme la tienne, qu'il y a des raisons profondes et qu'il y a une adaptation du système nerveux et que c'est finalement, on peut le faire évoluer. Moi-même, par exemple, j'ai souvent ce truc, oulala, je poste un contenu sur les réseaux, je me dis, oh là, je vais me faire défoncer, je vais me faire insulter. Et souvent, il y a un peu ce réflexe-là, il y a du danger, mais j'y vais quand même parce que j'ai l'habitude et je me dis, voilà, puis ça n'arrive jamais aussi pire qu'on se l'imagine. Mais il y a toujours un peu comme de l'hypervigilance, il va se passer quelque chose où effectivement, comme tu le dis, bah oui, j'aimerais te parler tout à l'heure. Et là, le cerveau va plus aller vers les pires conséquences ou les pires choses. Mais ça, c'est pas genre un défaut, c'est quelque chose qu'on peut bouger. T'es en train de nous dire qu'il y a une raison, une source émotionnelle, mais on peut le bouger, ça. Exactement. Et c'est parfait que tu amènes l'exemple des réseaux sociaux, je trouve, parce que les réseaux sociaux sont un terrain vraiment très très important, générateur justement de stress. Il y a eu déjà pas mal d'études qui ont démontré que les jeunes, plus ils s'exposent aux réseaux sociaux, plus ils vivent des stress, de la comparaison, un sentiment d'inadéquation, de pas être assez, de toujours se comparer à une image qui n'est même pas une réalité et qui va renvoyer un sentiment de décalage ou qui altère l'image de soi.
basé sur quelque chose qui est illusoire en plus, hein. Voilà, ça a été démontré vraiment que les personnes sont plus prônes à l'anxiété et à la dépression en s'exposant davantage en fait à ces réseaux. Je trouve intéressant que tu amènes ça parce que c'est bien sûr notre réalité générationnelle, quoi. Mais c'est vrai qu'il est important de comprendre que notre système nerveux, et on va revenir là-dessus un peu plus en détail, plus en profondeur, c'est important de comprendre que sa première mission, c'est la survie, assurer notre survie, et donc notre protection, mais pas notre bonheur ou notre épanouissement. Et donc, pour nous maintenir en vie, parfois, il nous met dans des états d'hypervigilance. Je ne sais pas si, Julien, ça t'est déjà arrivé, par exemple, de te sentir tendu sans vraiment savoir pourquoi, et puis ensuite de réaliser après coup qu'est-ce qui t'avait vraiment mis en alerte, en fait. Comme si tu avais eu une confirmation de « Ah, voilà pourquoi mon corps a réagi comme ça ». Est-ce que ça t'est familier ? Ça m'est familier. Alors, des moments, j'ai pas forcément la clé de « Ah, il y a une tension, je le sens dans le corps, dans le ventre, je sens qu'il y a de l'émotion et tout », mais j'ai pas d'origine à cette émotion et ça peut passer à un moment ou à un autre dans la journée ou le lendemain. Ça dure jamais longtemps, je sais, tu vois. Mais par contre, il y a des moments où je vois que il y a quelque chose qui m'angoisse et tout, puis je vais commencer, par exemple, moi, ça va être souvent relié au travail. Et si j'ai des choses à faire, je les ai pas faites, que je suis en retard, ou que je sens que je procrastine, que je vais pas là où je dois travailler, où je dois avancer, eh bien, dès que je vais avancer sur la tâche, ça va s'ouvrir. Mais ça peut être vraiment radical. Il suffit d'avoir avancé un truc ou deux. D'un coup, tout de suite, il y a un état qui change. Donc là, je peux vraiment relier le fait que mon stress vient de quelque chose que j'ai à faire qui me met la pression. Et que si j'agis, ça y est, ça peut se libérer, quoi. C'est aussi un exemple intéressant que tu apportes parce que le travail, c'est directement lié à notre survie. C'est comment on gagne notre argent et comment on paie ses factures et comment on mange. Et donc c'est aussi un des stress les plus importants pour les personnes, c'est de perdre leur travail, hein, d'où le nombre de burn-out. Combien de personnes sont dans ce conflit intérieur de pas supporter leur travail, de plus supporter l'environnement toxique où elles se trouvent, par exemple, de plus supporter un micromanagement parfois avec des pratiques inacceptables, mais parce que on ne sait pas, on a l'impression que ça va être encore pire de quitter, et surtout on ne sait pas ce qui va venir après, hein. Donc et l'incertitude, là encore, ça fait appel encore à une autre un autre sujet que le cerveau a beaucoup de peine à appréhender, hein. C'est justement ce côté de l'incertitude, hein, de ne pas savoir qu'est-ce qui va arriver après. Hein, c'est pour ça aussi que les gens peuvent rester tellement longtemps dans des situations qui ne leur conviennent pas, parce que ce qui est connu mais très inconfortable, voire maltraitant, pour le système vaut parfois mieux que de se lancer dans quelque chose de complètement inconnu, hein. Donc oui, c'est vraiment intéressant ce que tu soulèves. Et donc, pour comprendre le sujet de l'hypervigilance, il y a un point vraiment intéressant, c'est l'idée de la neuroception. Et c'est pas encore quelque chose qui est beaucoup vulgarisé. Ça commence, notamment avec la théorie polyvagale, hein, cette fameuse théorie brillante développée par Stephen Porges, qui est un professeur de psychiatrie à la Université de Caroline du Nord aux États-Unis et qui est aussi neuroscientifique spécialisé dans la psychophysiologie et le système nerveux autonome, hein. Et c'est quelqu'un qui a fait énormément de recherches, énormément écrit dans sa vie, et il a proposé en 1994 un modèle scientifique qui est très influent aujourd'hui, qui est cette théorie polyvagale, hein, une théorie qui explique le fonctionnement du système nerveux en lien à notre biologie évolutive
c'est-à-dire depuis le début de la vie sur Terre, hein, comment le système nerveux a évolué depuis les reptiles vers les mammifères, les humains, etc. Et qu'est-ce que ça implique tout ça, en fait, de porter ce bagage-là, hein? Et donc ça, c'est vraiment une approche qui a révolutionné typiquement la prise en charge du trauma, hein, mais aussi qui a une implication importante dans justement la justice, comme on disait tout à l'heure, comment on va défendre certains plaignants par rapport à des agressions, etc., hein. Parce que ça explique notamment, on va y revenir, mais l'effet par exemple, de paralysie face à un trauma. Hein, une agression, par exemple. Hein. Pourquoi on est paralysé, on reste paralysé, on peut parfois même pas crier. Hein. Il n'y a pas l'accès à la voix. Et ça, c'est une réalité physiologique. C'est pas un manque de volonté. Hein. Et de comprendre tout ça, comment notre système nerveux autonome prend le relais dans ces situations de menace ou de danger, c'est fondamental pour comprendre que, déjà, on peut changer le regard sur ce qui nous arrive, et sortir du blâme. Voilà. Et bien sûr, on peut bien imaginer aussi l'impact au niveau de la justice, hein, des victimes d'agression. Oui, mais pourquoi vous vous êtes pas défendu, vous n'avez pas crié? Parfois, ça n'est pas possible. Et une autre chose importante que tous les spécialistes du trauma expliquent très bien, c'est que on prend 4 personnes différentes face à un même événement. Il n'y en a pas 2 qui auront exactement la même réponse de leur système nerveux, hein, face à une même situation. Donc on est vraiment fait de ces différentes dimensions, comme j'aime bien l'appeler, et on peut jamais se dire que c'est des équations mathématiques, qui vont se répliquer comme ça. Voilà. Donc la neuroception. Est-ce que toi t'as déjà entendu ce terme, Julien? Oui, hein. Alors oui, j'avais entendu ce terme et puis je m'étais intéressé à la théorie polyvagale et il y a un livre de Ludovic Leroux qui est très intéressant sur ce sujet-là. Et moi je trouve que ça m'a aidé à éclairer effectivement que tout notre système nerveux et notre attitude étaient reliés à une seule chose hyper importante, la survie. Donc est-ce que je vais être en danger ou est-ce que je vais être en sécurité? Et qu'on peut regarder tout autour de ça. Et comme tu l'as très bien dit, le travail c'est ça pour moi. Si je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent, je suis pas reconnu dans ce que je fais et du coup je peux pas subvenir à mes besoins et je risque de mourir, alors qu'effectivement nous sommes dans une génération, une époque où mourir de faim n'arrive pas aussi facilement, surtout quand on est en France. Mais c'est juste de la survie. C'est fou quand on peut voir que tout vient de ça. Eh bien on peut mieux comprendre et apaiser aussi son système nerveux pour se dire ah oui, c'est normal aussi qu'on se défende, mais ce n'est qu'une information qui n'est pas forcément réelle dans la réalité, quoi. Exactement. Et pour autant, c'est vraiment valide et c'est très inconscient. Ça se passe vraiment à un niveau inconscient. Voilà. La neuroception, contrairement à la cognition, avec la cognition, on va analyser, on va discriminer, on va faire des catégories, etc. Hein, on a tendance à processer, organiser comme ça l'information, hiérarchiser, etc. Mais avec la neuroception, c'est notre système nerveux qui s'occupe, qui est responsable de la détection inconsciente et permanente, hein, du danger, de la menace ou de toute autre insécurité potentielle, en fait. Et donc ce système nerveux se pose constamment la question, c'est un peu comme un radar, on va dire, hein, le radar qui passe comme ça et puis qui vérifie à 360 degrés. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je vais être rejeté? Est-ce que je vais être humilié? Est-ce que je vais être abandonné? Est-ce que je vais être envahi? Est-ce que je vais être puni, ignoré, critiqué ou confronté à encore de l'imprévisibilité, par exemple? Et donc tout ça, ça se fait avant la pensée consciente. Ça se passe par et dans le corps, dans les circuits autonomes et via aussi les micro-signaux relationnels. Hein, ça se passe beaucoup dans les relations, hein, pas que dans l'environnement, on va dire, de la vie de tous les jours, mais aussi dans vraiment nos interactions humaines entre nous.
Donc, pour prendre des exemples, on peut tous se référer à des moments où notre corps se sent détendu, en sécurité, avec certaines personnes en particulier, qui ont peut-être une voix plus rassurante, qui sont peut-être plus calmes, plus bienveillantes aussi, et qui fait qu'on se sent plus posé. Voilà, tranquille, tout va bien, non? Et à l'inverse, il y a certains tons de voix, certains rythmes aussi. Certaines personnes qui parlent avec un rythme un peu saccadé comme ça, une voix peut-être pincée ou un peu perchée, ou des personnes qui avalent leurs mots. J'avais un ami comme ça, c'était assez perturbant. Je comprenais absolument rien à ce qu'il disait parce qu'il avalait ses mots. Et je trouvais ça fascinant, mais ça me demandait une énergie absolument folle de le suivre, vraiment. Et tout ça, voilà. Donc ces personnes, je sais pas si ça te fait penser à certaines personnes qui nous irritent, qui nous tapent sur le système, comme on dit, malgré notre bonne volonté de les écouter, voilà. Et tu sais que justement Stephen Porges, ce professeur en psychiatrie, il le dit lui-même que cette dimension de la voix est fondamentale dans les social cues, justement dans ces signaux sociaux qu'on capte même inconsciemment, en permanence, et qu'en fait les voix basses avec intonation basse, courtes phrases, un peu saccadées, en fait ça correspond. Ça met notre système en alerte, en fait, parce que ça correspond pour notre système, à des voix de prédateurs. Donc lui, il dit ça de façon très claire, que notre système, même si notre on va dire notre rationnel va justement rationaliser les choses, va toujours essayer d'arrondir les angles, mais notre corps, lui, il a sa propre réaction. Voilà. Ce qui veut dire, il y a comment ça fonctionne pour que c'est quoi les voix qui vont être le plus rassurantes et c'est quoi les voix qui vont être le plus stressantes, parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis. Alors j'ai beaucoup travaillé sur la voix parce que j'ai commencé avec la radio et je vois à quel point par moment ma voix pouvait monter quand j'étais plus jeune, dans les aigus, dans l'excitation, dans l'excès. Et plus j'ai conscientisé que j'avais ma voix et que je pouvais l'utiliser et la faire varier, plus je me suis rendu compte qu'effectivement mon timbre pouvait être rassurant et des moments plus stressants. Ma rapidité peut nuire à ma pédagogie quand je fais des formations, quand je transmets des choses, surtout sur des sujets comme la technologie, l'IA, tu sais, des trucs, c'est du stress aussi pour le système nerveux, toutes ces nouveautés pour les personnes. Et puis le côté beaucoup plus calme, comme en parlait un spécialiste du FBI qui fait des négociations avec des terroristes et tout ça, des preneurs d'otages. Il disait qu'il prenait sa voix de présentateur de radio la nuit, tu sais, les personnes qui font de la libre antenne et tout ça, pour parler. Il descend son timbre, il parle doucement, et du coup ça permettait de mettre en condition la personne avec laquelle il échangeait pour négocier, et du coup diminuer aussi le stress dans le système nerveux. Donc en fait, t'es en train de nous dire que naturellement on est câblé pour à certaines voix déjà être en méfiance, être en hypervigilance. Et est-ce que ces voix peuvent être aussi reliées à nos parents ou à des personnes de notre environnement familial qui du coup font résonance avec les nouvelles qu'on entend autour de nous, quoi? Complètement. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de nouveau de règles fixes non plus. Mais typiquement, quand Stephen Porges parle de la voix du prédateur, c'est parce que souvent, la figure paternelle en colère, qui crie, c'est un peu cliché, mais il y a ce côté comme ça qui fait peur, c'est une menace pour notre système, non? Et c'est intéressant ce que tu disais par rapport à la modulation. Il y a des personnes qui chantent plus ou moins avec leur voix et d'autres qui sont très monocordes. Apparemment, les voix monocordes sont plus stressantes, plus anxiogènes. C'est aussi intéressant quand on va au gymnase, à l'école, à l'université, on fait des études. On a tous des professeurs qu'on adore écouter. Ça rejoint ce que tu dis, qu'on trouve fascinant. Même si parfois ce qu'ils disent n'est pas fondamentalement le plus intéressant, mais la manière qu'ils ont de raconter, elle nous capte. C'est parce que, et ça c'est des excellents orateurs, voilà, et qui arrivent à vraiment capter l'attention. Et souvent,
Bon, oui, après, c'est aussi une question, je dirais aussi de synchronisation avec l'audience, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans l'interaction. C'est pas, je dirais, des éléments séparés. Il y a aussi ce côté comme ça interactif qui est important, même sur un plan qu'on ne voit pas, hein. Mais il y a quelque chose qui se joue avec ça. Et effectivement, parce que par exemple, dans le contexte va aussi être déterminant. Si je fais une séance d'hypnose, je vais pas chanter et faire des variations à n'en plus finir, parce que la personne va jamais pouvoir approfondir. Je vais pas pouvoir approfondir l'induction comme ça. Elle va pas partir en état hypnotique, quoi. Je vais toujours la ramener à une vigilance justement. Donc, il y a, je pense, les contextes qui font ça, mais effectivement, une voix monocorde apparemment n'est pas perçue forcément positivement pour le système nerveux. Après, est-ce qu'on peut faire une généralité? Je pense pas. Je pense que ça va vraiment dépendre. Ouais. Et après, il y a aussi les questions d'articulation. Quelqu'un qui a une voix claire et articulée, ça va aussi nous rassurer par rapport à quelqu'un où on doit redoubler d'efforts, comme je disais avant, cet ami qui mangeait ses mots, mais ça me demandait c'est comme s'il m'aspirait, en fait, et que je perdais toute mon énergie à juste essayer de comprendre 3 phrases, quoi. C'est assez fou. Et ça me fait penser à ça aussi, c'est que c'est vraiment une question de contexte quand tu dis, parce que une personne qui parlerait d'une voix toute rassurante alors que l'avion il est en train de chuter et tout ça, on a envie de quelqu'un qui dit ok, tu prends ça, tu fais ça, mettez vos masques, tu sais, quelqu'un qui vient diriger mais avec activité et pas juste ok, on va y aller. Là ça serait pas rassurant du tout. Et inversement, quelqu'un qui effectivement nous fait une hypnose mais hyper stressé avec une voix très aiguë, là ça marcherait pas du tout. Donc c'est quelle voix et quel contexte en fait va créer plus de sécurité ou moins de sécurité pour notre système nerveux, et pourquoi peut-être du coup, comme on est sur l'hypervigilance, pourquoi quand j'entends cette personne je suis en hypervigilance ou je me sens pas détendu, quoi, ou pourquoi mon corps il est en train de se serrer quelque part ou autre, quoi. Une petite remarque en aparté, et ça vient pas de Stephen Porges, mais c'est plutôt le fruit de mes recherches et pas que, mais je pense l'intention, elle est fondamentale, hein, parce que comme je le dis souvent, notre posture intérieure et l'intention qu'on met est plus importante que les mots qu'on emploie au final, hein. C'est cette histoire de contenu et de contenant, et que au final, comme tu dis, hein, on peut dire quelque chose, mais avec un ton inadéquat, ça crée une dissonance, et la dissonance va générer un stress chez la personne, hein, parce que on a besoin d'une personne qu'elle réagisse de façon adéquate dans la situation, dans le contexte en cause, hein. Et certaines personnes, par exemple, sont beaucoup plus rassurées, par exemple, d'avoir quelqu'un qui est directif en face d'eux. Elles aiment ça parce qu'elles ont besoin d'être contenues. Alors que d'autres personnes ont besoin pas de hiérarchie, mais d'horizontalité. Donc elles, dès qu'elles entendent un peu d'autorité dans la voix, ça les fait réagir et ça les mobilise justement, ça les met en réactivité. Donc quand tu disais, oui, il y a ces projections et ces résonances en lien à nos parents, voilà, l'environnement dans lequel on a grandi, oui, ça joue aussi un rôle vraiment déterminant. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de facteurs quand même. Voilà. Et en fait, cette neuroception, elle est vraiment silencieuse, hein, mais c'est quelque chose qui influence notre qualité de vie et nos décisions au quotidien, hein. Si on prend peut-être encore un exemple d'une femme qui rentre dans une salle de réunion, et en fait, personne lui parle. Et elle commence à se poser des questions, hein. Et puis, au bout de quelques secondes, elle sent son ventre qui se contracte, elle commence à avoir un peu chaud, elle se demande, mais il y a quelque chose de bizarre aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Son responsable paraît préoccupé, il y a 2 autres collègues qui parlent à voix basse à côté. Et puis, son système nerveux interprète tous ces micro-signaux, en fait, comme une menace potentielle. Comme si elle avait fait quelque chose de mal ou, voilà. Et quelques heures plus tard, elle apprend que ses collègues lui préparaient une surprise d'anniversaire. Je pense que ça nous est vraiment tous arrivé, hein. En particulier, les grands anxieux, évidemment, on fait ça plus que les autres.
Mais voilà, donc c'est vraiment un processus inconscient de détection de la sécurité, hein, de la menace ou du danger de mort. Et voilà, ça implique des structures physiologiques dont je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais ça montre à quel point on peut être biaisé, hein, et projeter le pire scénario. Donc l'hypervigilance, elle se montre, elle se manifeste dans les voix, dans les attitudes, dans les personnes qui nous entourent, dans les situations qui peuvent être perçues, concrètes, comme je sais pas, j'ai plus d'argent sur mon compte. Par exemple, je vois, j'ai du rouge et tout, hop, d'un coup, voilà, ça c'est très concret. Mais ça peut être par projection, parce qu'inconsciemment on sait que peut-être il y a des choses à payer, qu'on n'a pas fait certaines choses et tout ça. Il y a plein de manifestations qui sont très réelles et d'autres très plus infuses. Mais le corps, il les sait, toutes ces informations, il les a avec la neuroréception. C'est ce que tu nous dis, quoi. Absolument, même si on a oublié, hein, le corps, lui, se rappelle. Hein. Il a toutes ces mémoires dans le cerveau profond, hein, sous-cortical. Il les a, il les contient. Hein. Et tant qu'on va pas aller réguler en fait ces mémoires, hein, ces stress non processés dans le système, on va rester en vigilance. Mais après, on a aussi ces bagages de peur archaïques, comme tu dis, en lien au travail, mon compte qui est vide et tout ça. Et ça va être quand même difficile. Je veux dire, de pas se mettre en alerte. Et encore une fois, de se mettre en alerte, c'est dans notre intérêt. Hein. En l'occurrence, hein, le système nerveux se met en hypervigilance, mais pour notre survie. Voilà. Simplement, dans certains cas, ça atteint vraiment, quand il y a vraiment ces effets, on parlera plus tard aussi de la suradaptation, il y a certains effets d'hypervigilance qui peuvent vraiment diminuer notre qualité de vie et notre santé, très clairement aussi. Hein, donc oui, il y a ce que tu décris là, l'insécurité, hein, liée à la survie, manger, comment je fais mes courses, etc. L'insécurité chronique, mais aussi quand on a vécu des abus divers, évidemment, hein, des abus, de grosses peurs, hein, des événements très, imprévisibles, peut-être des accidents, des catastrophes, etc. D'avoir vécu avec des parents très imprévisibles, ça peut aussi, ou qui nous ont surprotégés et après on ne sait plus comment faire quand on est voué à soi-même. Voilà. Donc cette neuroception, elle va, interagir, être en activité dans toutes ces situations, hein. Et finalement, cet état chronique d'hypervigilance qui est engendré par la neuroception quand il y a une détection de menaces, de danger, hein, ça peut devenir aussi un comportement appris et automatisé par le système. Hein. Et c'est là que ça devient compliqué. Et c'est là que peut-être les gens vont nous dire « Ah, c'est une question de personnalité », mais non. C'est une stratégie de protection qui est devenue normale, entre guillemets, comme un mode par défaut, on pourrait dire. Et puis, on peut aussi rajouter, comme on parle sur cette chaîne, on s'adresse vraiment aux personnes, pas que, mais on s'adresse en large mesure à des thèmes pour les personnes hautement sensibles et hautement empathes. Hein. Et chez ces personnes-là, cette dynamique, hein, elle peut être particulièrement marquée. Il y a clairement, l'hypervigilance, elle est clairement notée dans les états de stress post-traumatique. Hein, ça, les recherches l'ont bien démontré largement. Aussi dans le trauma développemental, hein, donc dans les cas de stress chronique vécu dans l'enfance. C'est pas seulement ce qui arrive, c'est aussi tout ce qui aurait dû arriver, les besoins non remplis, mais qui ne sont pas arrivés, hein, dont la négligence. Et puis, on le voit aussi dans les troubles anxieux, hein, dans certains troubles anxieux. Voilà. Et puis, on avait aussi vu que dans les caractéristiques, hein, des SPS, de ces personnes hautement sensibles et très empathes, il y avait cette plus grande sensibilité aux stimuli. On avait vu qu'il y avait aussi le traitement plus approfondi de l'information, une forte réactivité émotionnelle,
et un repérage beaucoup plus rapide des indices de menace. On avait fait un épisode où on parlait aussi c'était cette hypothèse en biologie évolutive qui parlait des personnes hypersensibles comme étant des sentinelles qui étaient capables d'aller détecter les dangers dans l'environnement et avertir le groupe en cas de menace. Et donc, voilà, toutes ces choses-là sont très concrètes, j'entends, pour les personnes hautement sensibles. Et donc, ça peut impacter davantage aussi le système nerveux, puisqu'il y a déjà une hyperactivité et un traitement plus en profondeur de l'information. Et donc, on pourrait dire qu'ils sont aussi plus propices à une certaine surcharge dans leur système nerveux. C'est pas les seuls, mais voilà, par rapport à cette chaîne, c'est beaucoup d'eux qu'on parle. Une des manifestations de l'hypervigilance, ça va peut-être te parler, c'est le scanning constant de l'environnement pour détecter évidemment la moindre menace. Par exemple, c'est capter immédiatement l'humeur ou la tension quand on rentre dans une pièce. L'humeur des gens, évidemment, pas des murs. Mais c'est aussi détecter ces micro-expressions faciales. Stephen Porges, il parle en particulier de ce qui se passe autour des globes oculaires et autour des muscles de la bouche. Parce que c'est souvent là qu'on voit vraiment les traits les plus expressifs, qui nous donnent les signaux d'alerte. Mais c'est aussi les changements subtils de ton de la voix ou de l'énergie de la personne, ses gestes, sa manière de se mouvoir, etc. C'est aussi anticiper les réactions émotionnelles des autres et puis sentir rapidement lorsqu'il y a ces changements dans l'atmosphère et puis qu'il y a un inconfort, etc. C'est des exemples, c'est pas exhaustif. Et puis on peut aussi noter que cet état d'hypervigilance dans ce scanning constant demande énormément d'énergie, évidemment. C'est pour ça que les personnes hautement sensibles sont sensoriellement, émotionnellement et empathiquement beaucoup plus stimulées. Et donc, il y a beaucoup d'épuisement, notamment quand elles vont dans des foules, dans des environnements très stimulants, beaucoup de bruit, les festivals, la musique, les choses comme ça. Les sirènes, les sirènes d'ambulance ou de voitures de police, ce genre de choses. Quand il y a les tensions relationnelles aussi, c'est très difficile à supporter pour ces personnes. Et puis, toutes les situations qui sont socialement chargées, donc, dans ces cas-là, ça devient vraiment très difficile pour le système nerveux de ces personnes de se relâcher réellement. C'est comme s'ils restent mobilisés, ils restent en mode défensif, même lorsqu'il n'y a pas de danger vital, immédiat et dans le présent. Et pourtant, c'est comme le système est déjà je vais y revenir plus tard dans les détails, mais le système est prêt à se mobiliser, en fait. Et la deuxième manifestation, c'est l'anticipation défensive. Alors, qu'est-ce que c'est? Anticiper les risques, les critiques, les tensions, les conflits, les rejets possibles, avant même qu'ils se produisent vraiment, afin de tenter de préserver un sentiment de sécurité. C'est même pas forcément une vraie sécurité, mais un sentiment. Et là encore, bien sûr, c'est vraiment pas un acte volontaire. Donc l'énergie est vraiment mobilisée vers la protection et l'anticipation, plutôt que vers la présence et le discernement. Donc on peut bien imaginer comment ça va biaiser nos décisions, biaiser nos choix, même nos choix professionnels. Est-ce que je vais à cet entretien ou j'y vais pas? Est-ce que je passe cette audition? Est-ce que je la passe pas? Etc. Et souvent, ça peut être confusionnant parce que les gens vont peut-être mélanger cet état du système nerveux mobilisé, en état d'alerte, avec leur intuition. Là, ça devient compliqué aussi à pouvoir démêler, mais d'où, voilà. Est-ce que c'est mon gut feeling qui me parle? Est-ce que c'est mon intuition ou est-ce que c'est autre chose, C'est parfois un peu difficile d'y voir clair.
on peut imaginer, ça c'est les scénarios typiques d'anticipation défensive, hein. Un homme qui reçoit un message court de sa partenaire qui lui dit « il faut qu'on parle ce soir », par exemple sur son téléphone. Et là, il imagine tout de suite « ça y est, je vais me faire rejeter », ou alors elle va me reprocher ce que j'ai fait la semaine passée, ou c'est un nouveau conflit, etc. Et toute sa journée va peut-être être envahie par ces scénarios. Et puis le soir, il découvre simplement que elle voulait discuter peut-être des vacances, se mettre d'accord, poser des dates, etc. Voilà. Mais on peut partir des fois j'ai envie de dire des fois des dimensions parallèles, hein, tellement on part vraiment sur une autre planète, quoi. Hein, et c'est fou de voir à quel point quand on peut retrouver une base, ou qu'une fois que la crise est passée, hein, la mobilisation, l'alerte est passée, et qu'on peut retrouver un état serein, on se dit mais c'est pas possible à quel point j'ai débloqué, quoi. Hein. Donc ça, je pense qu'on peut tous se retrouver dans des comportements comme ça. Voilà. Ouais, il y a l'idée vraiment dans l'hypervigilance, c'est comme si on était un moteur qui tourne, tu sais, quand on doit passer de la deuxième à la troisième, le moteur, le nombre de tours, le moteur il grimpe, le nombre de tours il est là. Bon, si on passe pas la troisième vitesse en voiture, ça va rester en sur-régime. Mais on peut rouler comme ça, en fait. Mais le problème, c'est qu'à un moment, le moteur il va casser. À un moment, ça, c'est pas du tout optimisé à bien faire avancer la voiture, c'est pas la bonne vitesse et c'est pas quelque chose qui ronronne. Et je trouve que quand on a cette hypervigilance plus ou moins avancée et avec différentes caractéristiques, c'est comme si on était tout le temps en train de tourner trop vite et qu'on n'avait pas appris à changer de vitesse. Et que effectivement, le moins de messages peut nous amener, c'est comme tu dis, j'aime beaucoup ce terme, cette anticipation préventive. Je sais que je vais être attaqué, donc je vais de base me défendre en avance, je vais prévoir le pire, comme ça je pourrais pivoter s'il faut, je vais regarder le scanning constant, moi je l'ai beaucoup aussi, ce côté, effectivement je regarde un peu tout le temps, partout, ça devient après un peu naturel, mais du coup des fois ça me facilite la tâche que je peux faire 1000 choses en même temps, mais ça tourne aussi fort, et donc du coup l'épuisement peut arriver, et quand j'ai du monde qui m'entoure, comme ça peut arriver en famille là, il y avait la canicule, on est tous un peu dans la maison, il y en a qui dorment à la maison, on peut pas trop sortir, il n'y a pas d'espace dehors, s'il fait trop chaud, et bien d'un coup j'ai l'impression qu'il y a trop de stimuli, et là je suis énervé, je suis stressé, je suis anxieux, c'est trop, tu vois. Et effectivement ça on le repère bien chez des profils de ta chaîne, tu vois, et c'est pas pour rien que je t'interviewe non plus, hein, c'est parce que on s'attire dans la manière d'être, et c'est ça qui montre comment elle se manifeste, en fait. C'est comment vous êtes finalement, et on va peut-être vous critiquer de fou, de folle, de stressé et tout, mais c'est qu'il y a à la base un système nerveux qui est en stress et qui a appris à fonctionner comme ça. C'est clair, quoi. Exactement. Hein, et c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut... alors, on peut en prendre conscience, on va y revenir aussi dans les stratégies, mais c'est vraiment pas... On peut pas se blâmer non plus. Par contre, oui, on peut faire des choses pour déjà reconnaître l'état. Hein. Y a quand même... on peut faire de la mindfulness, on peut faire un peu bien sûr, des outils de conscience pour pouvoir déjà reconnaître quand on est dans cet état, comme toi tu le décris très bien. On voit bien que tu étais dans la sauce et en même temps tu en étais conscient dans la manière dont on parle. Ce qui fait que ça t'a permis de ne pas non plus péter un plomb et d'exploser probablement, et de pouvoir déjà anticiper un peu, de quoi j'ai besoin pour pouvoir baliser un peu l'espace, pour être sûr que ça va pas faire effet bombe, quoi. Alors effectivement, d'avoir conscience de ça, ça permet de se dire ok, avoir un peu de détachement, mais l'énervement ne disparaît pas comme ça. Par contre, ça permet déjà de se dire ok, je prends un peu de recul. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Peut-être je peux aller me faire une petite sieste. Peut-être je peux essayer de m'isoler un peu. Peut-être que je vais trouver une solution et me reposer, faire redescendre un peu la tension. Exprimer s'il y a besoin d'exprimer quelque chose. Allez là-bas, je m'occupe de la cuisine parce que moi c'est moi qui m'occupe de la cuisine, tout ça. Et puis je vous laisse faire. J'ai pas besoin d'aide. Si des fois les gens ils veulent un peu venir pour être en soutien, mais finalement ça crée plus de stress. Non, c'est bon, je m'en occupe. Tout va bien. Exact. Parce que les gens veulent aider, mais peut-être ça va pas nous servir. Mais c'est aussi d'accepter que ça va passer, mais c'est là. Ça disparaît pas comme ça. Et peut-être des fois de le mentionner, ça peut aider. Mais
c'est pas facile d'arriver à avoir un peu ce recul-là de son nuage noir dans lequel nous sommes. Mais quand on voit des épisodes comme ça nous aide aussi à se dire, ah oui, c'est valide, c'est complètement valide. C'est complètement valide, ça, exactement. Et une autre chose que tu as probablement remarqué, peut-être ou chez toi ou quand tu écoutais les autres, tu sais, c'est qu'il y a eu des études là-dessus, en sociologie plutôt, des personnes qui racontent leurs vacances. Alors, souvent, ce que les personnes vont raconter, c'est pas ce qui s'est passé, les vacances super, toutes les bonnes choses qui se sont passées, tu vois, les découvertes, le voyage, tout ça. C'est l'événement négatif du séjour. Juste l'événement qui s'est passé. Ou alors, la dernière chose pas fluide, pas très cool ou négative qui s'est produite, donc la plus récente dans la mémoire. Donc, les gens se rappellent ou du pic, ou de la dernière chose, la plus récente, pas très cool. Et c'est ça qu'elles vont raconter en premier. Comme si les autres choses, en fait, sont moins importantes. Là, on peut bien imaginer aussi que c'est nos réflexes, en fait, de survie. Hein. C'est aussi pour ça que la mémoire accède plus facilement aux souvenirs difficiles de certains événements. Dans une certaine mesure, hein, parce qu'il y a aussi la mémoire traumatique qui est justement complètement scattered, qui est déconstruite. Ça, c'est encore autre chose. Mais très souvent, quand on est dans ces états de vigilance, on reste campé sur les choses négatives plutôt que de conscientiser en fait les choses chouettes et de pouvoir mettre ça en avant en fait. Hein. Je crois que ça aussi, on le fait tous. Donc, on a vu jusqu'à présent que cette manifestation de l'hypervigilance peut se faire sous forme de scanning constant de l'environnement. Hein. On a vu aussi que ça peut être l'anticipation défensive, comment on va projeter toujours les worst case scénarios, comme on appelle, hein, les pires scénarios possibles, sans avoir de données objectives pour le faire, hein, mais on voit justement que c'est cette anxiété qui prend le dessus. Et la troisième, il y en a d'autres, c'est pas exhaustive, mais une autre qui est très importante à mon avis, c'est l'anxiété de fond, justement, hein, où il y a cette tension intérieure persistante, généralement chronique, hein, où l'énergie psychique là est mobilisée dans l'anticipation du futur, mais aussi le ressassement du passé, hein, souvent c'est des boucles, des tas de scénarios mentaux hein, qui tournent la nuit, etc. Beaucoup de doutes, et le besoin de beaucoup contrôler, hein, le surcontrôle. Un exemple que je trouve intéressant également chez ma clientèle, c'est quand on a un critique intérieur exacerbé ou un perfectionnisme défensif. Alors, par exemple, quand on grandit dans un environnement qui est très critique, qui est très jugeant, qui peut être humiliant, imprévisible ou très exigeant, hein, pour certaines personnes, parce qu'encore une fois, on va chacun développer des stratégies qui peuvent être très différentes, mais pour certaines personnes, et je le retrouve beaucoup chez les grands empathes, la stratégie, ce sera d'internaliser la critique de manière parfois extrême, pour prévenir cette critique de l'extérieur. Donc, en gros, c'est un moyen de reprendre le contrôle pour se sentir un peu plus en sécurité. Hein. C'est genre, si ça me fait mal à chaque fois de recevoir une critique, etc., je vais, moi, être tellement dure avec moi-même que comme ça m'évitera d'être exposée et de recevoir encore plus de critiques de l'extérieur. Donc, je vais devenir mon propre bourreau, en fait. Hein. Donc ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les personnes hautement sensibles et souvent empathes aussi. Le perfectionnisme défensif, il découle de ça aussi, hein, parce que du coup, on va travailler 3 fois, 4 fois, 5 fois plus pour pouvoir compenser aussi peut-être un syndrome de l'imposteur, une impression de jamais être à la hauteur, de ne jamais faire assez, etc. Hein. Donc ça peut être des manifestations de l'anxiété de fond.
Le fait aussi de surcompenser quand l'autre ne donne pas, en réciprocité 50-50. Donc on va toujours un peu combler ce que l'autre n'amène pas, hein, alors qu'on pourrait aussi simplement rester chez soi et pas compenser. Mais on le fait. C'est aussi se surresponsabiliser. Par exemple, on voit beaucoup ça chez les enfants parentifiés qui prennent en charge des tâches ou même des responsabilités morales pour leurs parents, hein, donc comme des petits adultes en fait. Hein. Voilà. Et donc il y a aussi le surdon ou le surfaire. Alors ça, je vois tellement chez les empathes. C'est comme si être ne suffit pas. On ne se sent jamais assez, hein, et il faut sans arrêt prouver sa valeur, pas par qui on est, mais par ce qu'on apporte ou ce qu'on donne aux autres. Hein. Parce que soi-même, ça n'est pas assez. C'est un peu le message d'amour qu'on a reçu dans notre développement, et du coup, c'est parfois assez difficile de sortir de ça. Voilà. Donc, pour conclure, c'est pas juste, on pourrait dire, des traits de personnalité, comme parfois on dit un manque de confiance, un manque de volonté, etc. Mais c'est plutôt justement ces stratégies de sécurité, en fait, apprises. Voilà. Et ça, c'est important de s'en rappeler pour pouvoir transformer le regard qu'on porte sur nous-mêmes et surtout notre propre jugement. Merci beaucoup Aude, et effectivement si on se reconnaît, qu'on fait un bon état des lieux comme vient de le faire cet épisode, derrière on peut accepter, reconnaître, se sentir vu, reconnu, validé, et puis on peut passer à l'étape de comment je peux transformer ça, comment je peux m'adapter au mieux, comment je peux transformer mon état d'être. Et moi c'est ce que j'ai fait en me faisant accompagner. Toi Aude, tu accompagnes des personnes justement avec tes outils sur ces sujets pour aider à beaucoup mieux faire la vie avec beaucoup moins de stress chronique au quotidien qui nous dégomme, alors que c'est possible de transformer ça. Effectivement, moi je l'ai bien vu, je suis plus du tout le même depuis 6 ans avec ce que je suis aujourd'hui, avec évidemment toujours une tendance de fond, mais plus du tout la hauteur de ce que je pouvais vivre, ces grandes émotions, ces grandes traversées, puis ça dure super longtemps, alors qu'aujourd'hui c'est des hop, ça vient, ça circule, et puis ça fait juste, c'est la vie quoi. C'est normal qu'on ait des hauts et des bas, mais pas à en faire des ruminations ou en faire quelque chose de lourd tout le temps. Donc n'hésitez pas à contacter Aude, tout est dans la description pour un rendez-vous découverte. Et puis toi tu utilises aussi tes outils comme de l'hypnose, et également ton brain spot qui est vachement bien pour ça, et le on brain en a parlé spotting, dans un... oui. Le brain spotting qui est vachement bien pour ça, et n'hésitez pas à avancer quand on regarde un épisode comme celui-ci. C'est ok d'être hyper vigilant, si vous avez coché tout ce qu'a dit Aude et tout, c'est bon, ok, oui, très bien, et vous le savez peut-être déjà très très bien, mais maintenant vous pouvez avancer si vous le souhaitez pour transformer tout ça au mieux. Et puis il y a d'autres épisodes qui arrivent pour continuer d'en parler, d'avoir des clés et d'avancer sur ce sujet. Merci beaucoup Aude. Merci à toi. Et à la prochaine. À la prochaine. Ciao.